Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Danielle Simonet. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir aujourd'hui en plateau sur Boursorama, député de la France Insoumise de Paris. Succès donc pour cette journée hier de mobilisation, 1,3 million de manifestants. Je rappelle les chiffres sur la police, 3,5 millions selon la CGT. Mobilisation historique, nous a dit Laurent Berger, l'intersyndicale qui demande d'être reçu par le président en personne, qui a envoyé a priori ses lieutenants pour dire que c'était au gouvernement de recevoir. Vous pensez que tout ça va rester lettre morte, le président ne recevra pas l'intersyndicale? Écoutez, on est quand même dans une situation particulière. On a, comme vous l'avez dit, une manifestation, mais historique hier. Il faut savoir que c'est en 95, il y a plus de monde en 95. Non. Même les estimations de la police sont plus importantes, alors qu'elles sous-estiment qu'en 95. C'est-à-dire que c'est la plus grosse manifestation des 40 dernières années. Et vous avez en plus une mobilisation dans plein de villes de France simultanément. Et vraiment, on voit des petites villes de sous-préfecture avec des mobilisations, ils n'en ont jamais connu de telles. Par exemple, moi, j'entendais sur une ville de l'Ariège où il y avait plus de manifestants que d'habitants, parce qu'il y avait tous les petits villages aux alentours qui s'étaient réunis. Donc on a un peuple entier mobilisé qui est totalement opposé à cette contre-réforme des retraites, et un gouvernement, on a le sentiment qu'ils veulent passer en force. Vous avez vu le passage en force au Sénat hier soir, a été mais totalement scandaleux. Pourquoi ? Parce que au Sénat, vous aviez les sénateurs qui allaient commencer à débattre de l'article 7, donc celui qui est sur l'allongement de 2 ans la durée de cotisation. Et visiblement, la Macronie a utilisé tous les rouages possibles, y compris ceux qui n'avaient jamais été jusqu'à présent utilisés, pour faire tomber à la fois les amendements de l'opposition, donc pour empêcher un véritable débat sur l'article, et essayer de passer en force le vote sans véritablement débat. Quand vous faites tomber tous les amendements et que vous ne permettez pas au groupe d'opposition de débattre, c'est extrêmement grave. Et vraiment, je salue, moi, le travail des sénateurs de gauche du Sénat, puisqu'ils ont vraiment fait preuve d'une insoumission et d'une détermination pour faire entendre la parole du peuple pour le retrait. Et là, on n'a toujours pas d'annonce du gouvernement sur le retrait. Donc, vont-ils recevoir l'intersyndicale ? Ou vont-ils être dans le mépris en permanence ? Le gouvernement ne veut pas dévier de son cap, manifestement, d'où cette nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle qui est prévue pour samedi. C'est de nature ou pas pour vous à faire plier le gouvernement? Vous n'y croyez pas, même s'il faut se battre, vous n'y croyez plus. C'est quoi la stratégie de l'exécutif? C'est de miser sur l'essoufflement? C'est quoi? Alors, moi j'y crois, parce que franchement, on n'a jamais vu une telle mobilisation populaire contre le... Il n'y a aucun signal qui montre que... Pour l'instant, évidemment, le gouvernement ne va donner aucun signal de repli possible. On est là dans un bras de fer extrêmement dur. J'ai même envie de dire, attention, je veux dire, après... les 2 bras d'honneur de M. Dupond-Moretti comme ministre de la Justice, garde des Sceaux à l'Assemblée, il s'est excusé, enfin il a eu du mal à s'excuser quand même, on a remarqué à quel point il a eu du mal à s'excuser. Le peuple est en train de prendre l'attitude de la Macronie comme une attitude en fait de bras d'honneur du peuple, contre le peuple. Parce que là vous avez un homme seul, Emmanuel Macron, qui veut imposer une contre-réforme à un peuple tout entier qui le refuse. Il y a bien d'autres façons de défendre notre système de retraite que d'imposer un impôt de 2 ans sur la vie des travailleuses et des travailleurs, d'autant plus qu'il suffirait de restaurer les cotisations patronales supprimées, de faire l'égalité salariale, et je pense qu'entre les femmes et les hommes, on va en parler par la suite, de taxer les super-profits. D'augmenter le taux d'emploi des jeunes, des seniors. De défendre notre emploi public, puisque l'hôpital, l'école, tous les secteurs de nos services publics sont complètement... cassés, saccagés par le gouvernement, on aurait non seulement les ressources pour maintenir le système actuel, mais on pourrait y compris revenir à la retraite à 60 ans. Donc là, on est vraiment... pourquoi est-ce qu'il a fait cette réforme? Alors, il l'a fait par aveuglement libéral. Et à la fois parce que cet aveuglement libéral est aussi celui des injonctions des institutions européennes qui veulent remettre en cause les droits sociaux, les protections sociales. Et puis parce qu'on voit la logique finalement de cette droite libérale qu'incarne la Macronie, qui est en train de dealer avec LR, c'est finalement revenir sur les demandes de Kessler. Vous savez, M. Kessler, qui était le patron du MEDEF il y a de ça quelques années, qui avait fait une grande déclaration en disant... Kessler, patron du MEDEF. Oui, un ancien patron du MEDEF, qui avait dit il faut revenir sur l'ensemble des acquis du Conseil national de la résistance. Pardonnez-moi, je vois de qui vous parlez au patron du MEDEF, Kessler. Un ancien patron du MEDEF, voilà, qui avait dit il faut remettre en cause
l'ensemble des acquis du Conseil national de la résistance. Et c'est le programme libéral de casser les droits des chômeurs, de casser le système de protection le gouvernement dit c'est sociale et des pour retraites. équilibrer, avoir un système des retraites qui soit non plus déficitaire en 2030, mais équilibré. Il y a d'autres moyens en tout cas d'y Mais parvenir. surtout qu'en fait, en faisant ce système-là, ce qu'il ne qu'ont dit fait pas nos le voisins gouvernement. européens, Espagne, Italie, Allemagne, qui Et ne sont pas d'ailleurs, des pays exotiques. les salariés et les syndicalistes disent surtout empêchez que ça se passe comme ça dans votre pays, parce que nous, on est en train de le payer très cher. Ce qu'occulte le gouvernement, c'est que la DARES elle-même montre que la réforme des retraites va provoquer finalement 90 000 chômeurs de plus, que ça va peser au niveau des dépenses d'assurance chômage. Et même de santé. Exactement, ça va avoir des conséquences en termes de santé, et ça va avoir des conséquences sur la baisse des salaires. La DARES dit exactement. La DARES dit quand vous avez 90 000 chômeurs en plus, et vous avez un autre rapport qui fait même état de 177 000, ça veut dire que l'augmentation du chômage crée une pression sur les salaires, et il pronostique une baisse de 3% des salaires dans les 10 prochaines années. Donc c'est vraiment une régression à tout niveau, en fait, qui est provoquée par cette réforme et qui ne permet pas de faire des économies. Ce qui permet de faire des économies, c'est de redistribuer les richesses. Aujourd'hui, elles sont fortement captées par les rémunérations des dividendes aux actionnaires qui explosent. Si vous taxez ne serait-ce qu'un petit peu les super profits, et que vous donc complétez le financement des retraites, il y a déjà une complétez les taxation des cotisations. super profits à l'initiative de l'Europe, non, déjà? Oui, bon, enfin c'est très faible, c'est extrêmement timide. Mais c'est sûr que... C'est une brèche qui est ouverte. La brèche est ouverte et il n'y a que la Macronie qui s'y oppose. Mais par exemple, moi je suis sur la mission d'enquête Uber Files. Vous prenez la question de l'ubérisation. Si enfin on reconnaissait ce qu'est en train de faire tous les tribunaux, les uns après les autres, et le Parlement de l'Union européenne, qui dit qu'il faut reconnaître la présomption de salariat. En fait, les plateformes font du salariat déguisé. Si vous aviez une requalification en salarié de tous les travailleurs des plateformes, ça ferait 1 milliard d'euros par an de plus dans les caisses de retraite. Donc vous voyez, il y a exactement. Donc il y a plein d'autres solutions pour préserver et y compris réduire et faire qu'on ne parte pas à 62 ans mais à 60 ans. Daniel Simonet, la bataille de l'opinion, clairement, elle est perdue par le gouvernement. Et en même temps, donc il y a toujours 2 tiers des Français, voire un peu plus, qui sont opposés, qui rejettent cette réforme des retraites. Mais en même temps, sondage Elab de lundi, 64% des Français pensent que cette réforme, elle sera votée et appliquée. Les Français sont résignés. Ce chiffre a perdu 11 points en un mois et quelques, ou depuis décembre. Les Français sont un peu résignés, ils sont contre, mais finalement, c'est le scénario un petit peu de 2010 qui se profile. Des manifestations, mais in fine, un vote, une application de la réforme malgré la contestation. C'est quand même pas ça le scénario le plus crédible aujourd'hui, même si c'est pas celui que vous souhaitez, j'ai bien compris. Alors, non seulement c'est pas celui que je souhaite, mais je ne pense pas que ce soit le plus crédible. D'abord, on a eu dans l'histoire d'autres moments, au moment du CPE par exemple. Vous vous rappelez, ça s'appelait la susmulgation. Ah, je me souviens pas de ce magnifique mot. Et la loi était promulguée, mais était suspendue. On appelait ça une susmulgation. Ah, je me souvenais pas de ce terme. Mais vous voyez qu'il a donc déjà été possible qu'à un moment donné, une loi soit adoptée et qu'en fait, le gouvernement soit obligé de revenir en arrière. Attention, parce que là, le gouvernement, à vouloir passer en force, est en train de convaincre le peuple qu'on ne peut en aucun cas attendre quoi que ce soit de démocratique de la part de ce gouvernement. Donc, en termes de rupture et de mépris d'un pouvoir et de l'expression de sa souveraineté du peuple, c'est extrêmement grave comme crise politique. Là, le gouvernement se prépare, s'il s'obstine à ne pas retirer, à une crise politique majeure dans le pays. Donc, vraiment, la porte de sortie, c'est de retirer le texte. C'est de retirer le texte et d'entendre que ce qui ne flanchit pas dans l'opinion, c'est le rejet du texte et le soutien aux mobilisations. Quand vous voyez les sondages qui montrent un soutien énorme à la grève, au blocage du pays, alors qu'on sait que c'est quand même plus les petites gens qui le payent. D'abord parce que quand on fait grève, on perd des journées de salaire et c'est extrêmement dur dans le contexte d'inflation, avec ce gouvernement qui ne fait rien pour bloquer les prix. Mais en plus, on sait que les conséquences indirectes, les problèmes de déplacement, de transport, les difficultés d'accès à l'essence. Bon, tout ça, ce sont le peuple qui va le payer, il le sait, mais il est prêt à assumer cela pour exiger du gouvernement qu'il retire son texte de loi. Le calendrier dans les prochains jours, il va s'accélérer, Daniel Simonet. L'examen du projet de loi se poursuit, on le sait bien, il avance au Sénat. Il pourrait, mais je pense que votre contrôle, si j'ai bien compris, être adopté d'ici dimanche par le Sénat, par la Chambre haute, et un vote des 2 chambres pour intervenir, c'est le 15 ou le 16 mars. C'est ça, et là on dit,
Si les députés républicains, s'il n'y a pas trop de défections, l'affaire serait entendue le 15 ou le 16 mars? Sauf que ça ne se prépare pas de manière aussi simple que le gouvernement le souhaiterait. Parce que vous avez vu comme moi au Sénat que le passage en force de la Macronie alliée à LR a provoqué une colère totalement légitime de la part de la gauche sénatoriale qui s'est comportée de manière Mais qui est minoritaire. insoumise, déterminée. Voilà. Mais on ne sait pas du tout si le texte va pouvoir aller jusqu'au bout de son étude au Sénat. Et il est probable que non. C'est-à-dire, il est probable que l'usage du 47 alinéa 1 de la Constitution soit utilisé par le gouvernement, puisqu'ils ont décidé que ça s'arrêtait à telle date au Sénat. Donc, je crois que c'est vendredi soir, si je ne m'abuse. Bien. Donc, ils peuvent imposer l'adoption du Sénat sans vote du Sénat. Ensuite, vous avez la commission mixte paritaire, la CMP. La CMP, le 15. Elle peut être conclusive ou pas conclusive. Ouais. Et ensuite, le 16 après-midi, le texte arrive à l'Assemblée nationale. Donc, si c'est conclusive, ce sont des explications de vote de chaque groupe et le passage au vote. Si ce n'est pas conclusif, à ce moment-là, on reprend un travail aussi d'amendement. Mais potentiellement, le 16 mars, la loi, le projet de loi les différents cas de figure sont possibles. En tous les cas, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on n'est pas du tout sûr qu'il y ait de vote au Sénat et qu'il y ait donc eu une étude. Enfin, ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'y a pas une étude normale de ce texte. Et je voudrais quand même revenir sur l'aspect anticonstitutionnel. Parce que vous allez me dire, mais utiliser un article de la Constitution, en quoi cela puisse être anticonstitutionnel. L'article 47 alinéa 1 est valable pour les textes budgétaires pour garantir une continuité, en fait, des capacités de financement de l'État. En gros, un projet de loi de la sécurité sociale doit être voté avant le 31 décembre, parce que sinon, on ne peut pas partir pour les dépenses. Pareil pour un budget de l'État. Or là, même si le cavalier de la réforme des retraites est un projet de loi de finances de la sécurité sociale, on sait qu'il n'y a absolument pas de problème de continuité de financement de l'État. Donc il est anticonstitutionnel d'évoquer l'article 47 alinéa 1 pour ce projet-là. Et on ne sait pas comment va réagir Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Certains disent, en fait, ça ne va pas, c'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Si elle est votée, cette réforme, est-ce que vous Donc il y a aussi ces contestations possibles si elle est votée. Est-ce que vous souhaitez que les mobilisations se poursuivent si d'aventure le 16 mars c'est voté? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'on se dit bien qu'en tout cas, si la réforme est votée, il est probable, je ne parle pas à la place de Laurent Berger, mais que la CFDT se désengage de l'intersyndicale. Alors là, je suis beaucoup moins c'est vrai certain que vous, parce que ce qu'on remarque sur le terrain... C'est l'histoire de la CFDT qui on remarque sur le terrain, franchement, d'abord une très belle unité. C'est-à-dire que l'intersyndicale qui est unie au niveau national, elle est aussi unie sur le terrain et dans les différents secteurs en lutte. Vous avez là aujourd'hui, moi je revenais de Gare de Lyon, où commençait une assemblée générale des cheminots qui va voter donc la reconduction de la grève. Vous avez d'autres secteurs où les grèves sont reconduites. Je pense que les Parisiens ont très bien compris ce matin qu'il y a une grève reconduite sur notamment les ordures ménagères. Les éboueurs sont en grève. Donc cette situation va se prolonger. Et la CFDT, elle a l'air quand même bien déterminée. Donc, ça n'est pas du tout certain que si le texte est adopté, comme le souhaiterait la Macronie, certains rentrent chez eux. Non, la colère, elle est là. Et on a déjà gagné par le passé, notamment lors du CPE, eh bien, j'arrive pas à me mémoriser votre nom magique. La susmulgation. La susmulgation. Promulgation et suspension. De la loi. Donc, nous sommes dans cette bataille-là et nous sommes déterminés. Bon, à supposer encore une fois que ce soit voté, il devient de facto le président de la République un président de droite, puisqu'il leur a fait passer sa réforme avec les Républicains. Je pense qu'il l'a toujours été. Sa politique a toujours été une politique libérale, de satisfaction, pour le grand bonheur du patronat, des actionnaires, de l'ubérisation. Enfin, c'est la start-up nation. Je veux dire, il n'a pas permis un seul progrès social dans ce pays. Et par ailleurs, il est vraiment le président de la dérive autoritaire, du mépris démocratique, du mépris du parlementarisme, du mépris du peuple. Et là, franchement, quand on est dans une crise politique comme celle-ci, soit on retire, soit on fait un référendum ou une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais passer en force pour passer en force, alors que c'est totalement impopulaire, alors qu'on a démonté tous les mensonges. Ce ne serait pas du 49.3, puisqu'il y aurait les voix de la droite qui lui permettraient de faire passer son projet de loi. C'est un passage en force. Vous avez bien vu que tous les articles n'ont pas été débattus, qu'ils ont utilisé ce véhicule pour justement contenir dans le temps et faire à marche forcée cette contre-réforme. Et ils le feraient en plus
en piétinant, y compris la Constitution. C'est extrêmement grave. Daniel. Donc déni démocratique, déni social, mensonge au peuple. Parce que vraiment, tout leur argumentaire est basé sur une succession de mensonges pour les femmes, sur les carrières longues, sur les 1200 euros. Bon. Les femmes, parlons-en, ce jour international. Non, ce n'est pas le jour de la femme, c'est le jour du droit des femmes. C'est la journée, journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Exactement. Quel regard vous portez sur la loi Rixain, votée en décembre 2021, qui impose des quotas de femmes dirigeantes dans les entreprises? Ça a marché avec la loi Copé-Zimmermann, qui a fait de la France, pour les conseils d'administration, quasiment un exemple. En tout cas, on est très en pointe et très en vogue là-dessus. Est-ce que ça pourrait être aussi efficace dans les organes de direction plus bas dans la pyramide au niveau de l'entreprise? Bah écoutez, d'abord, ce qu'il faut regarder en termes de bilan, c'est que cette loi, les index, enfin, je veux dire, la situation... Là, je parle des index, voilà. vraiment de la loi Rixain. Franchement, la situation... Qui prévoit pour 2027, encore une fois, des taux minimum de 30%, j'ai plus ça en tête, de femmes, ou 40% d'ici à 2030. Moi, vous savez, dans les c'est organes la de direction. parité. Il faut la parité partout. Voilà. Il n'y a absolument pas la parité dans les hautes instances, dans les conseils d'administration, mais y compris dans la fonction publique. Vous prenez par exemple l'éducation nationale. Une profession... Enfin, tous les métiers de l'éducation nationale sont majoritairement exercés par des femmes. Puis quand vous allez au niveau des corps d'inspection, vous avez une bascule, une majorité d'hommes. Voilà. Donc on sait bien qu'on a toujours une domination patriarcale dans notre société qu'il faut combattre. Donc la parité en politique a aidé. Pour autant, ça ne suffit pas. Parce que vous voyez bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Et idem au Sénat. Et que d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'hommes maires que de femmes maires ou d'hommes présidents de conseils départementaux ou de conseils régionaux. Donc déjà, d'un point de vue démocratique, nous souhaitons une 6e République et une assemblée constituante pourrait permettre de faire en sorte que les scrutins de liste prennent le pas contre les scrutins uninominaux. Parce que dans les scrutins de liste, la parité s'impose, elle doit être obligatoire. Mais pareil, nous, on ne fait pas de réunion publique et on ne valide pas le remboursement des frais de tract, de réservation de salle, si une réunion publique n'est pas paritaire dans ses intervenants. C'est important. Parce qu'à chaque fois, il faut imposer de force cette culture de la parité, à la fois pour encourager les femmes à ne pas être dans l'autodépréciation de soi et souvent se dire non, tel homme est mieux placé que moi pour intervenir ou pour prendre la responsabilité, et à la fois pour contraindre les hommes à laisser la place. Donc vous êtes pour les quotas parce qu'il n'y a que ça qui marche. C'est la parité. Moi, je suis pour la parité. Voilà. Maintenant, la question salariale, c'est autre chose. Ouais. Elle demande d'autres batailles, si vous voulez que... Oui, non mais au-delà de ça, il faut qu'on se quitte. Sur l'égalité salariale, avant de se quitter, nous avons fait au niveau de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, une proposition de loi aujourd'hui pour exiger véritablement des négociations salariales, parce qu'on n'avance pas sur l'égalité salariale aujourd'hui. Les femmes touchent toujours 22% de moins que les hommes, et résultat, c'est 40% de retraite en moins que les hommes. Donc, avant pension de réversion. Voilà, obligation à toutes les entreprises d'avoir un plan d'action sur l'égalité salariale avec une véritable pénalité d'un montant de 20% de la masse salariale brute. Et non pas d'1%. Et non pas d'1%, parce qu'on voit bien que c'était totalement pipeau. Donc vraiment, contraindre à l'égalité salariale, c'est possible. Et vous savez quoi? Ça ramènerait 8 milliards d'euros dans les caisses de retraite. Ça ferait du bien. C'est énorme. Ouais. Juste, et on se quitte là-dessus, le gouvernement qui lance aujourd'hui un nouveau plan d'égalité entre les hommes et les femmes, qui est présenté en Conseil des ministres, lutte contre les violences faites aux femmes, mais il y a prise en charge de leur santé, renforcement de l'égalité professionnelle et économique, une centaine de mesures très diverses pour un coût quand même de 2,4 milliards d'euros en 2023. Vous applaudissez? Bon, on va regarder d'abord concrètement ce qu'ils ont mis dedans. Moi, je n'ai pas pu encore regarder, parce que ça fait quand même année après année, quinquennat après quinquennat, qu'on nous promet la grande cause des femmes, et on ne voit rien venir. On ne voit pas les moyens venir, et on voit au contraire nos services publics qui sont pris à la gorge et qui n'ont pas les moyens de pouvoir véritablement lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, et on voit que les féminicides continuent. Donc attention, c'est une cause extrêmement sérieuse. On a, nous aussi, au niveau de la France Insoumise, fait énormément de propositions, on continue à les défendre, et à chaque fois, elle voit une fin de non-recevoir. Donc on va regarder ça avec attention. Merci de passer nous voir. Danielle Simonet, donc députée de la France Insoumise de Paris, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir.